Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Adobe Photoshop Lightroom dans sa version 4. Aujourd'hui nous allons voir ensemble l'usage du pinceau pour effectuer des retouches localisées ou pour effectuer des retouches sur diverses zones sans être obligé de passer par Photoshop. Lightroom permet en effet d'effectuer des retouches assez poussées sur des zones seulement d'une image via le pinceau que vous allez retrouver dans l'onglet Développement, puis ici en cliquant sur cette zone-là. Il vous ouvre alors toute une palette que nous allons d'abord détailler en théorie, et nous allons ensuite procéder au traitement de ce RAW pour pouvoir lui rendre un peu de tonus, mais de manière différenciée en fonction des zones, et voir donc comment peut s'utiliser ce fameux pinceau. Tout d'abord ici vous avez donc la possibilité de changer la température de couleur sur deux axes, le bleu-jaune et le vert-magenta. Donc ça va vous permettre de retoucher localement une température de couleur qui aurait un aspect que vous ne voulez pas. C'est extrêmement pratique quand par exemple vous avez des éclairages de types différents, par exemple un éclairage tungstène et un éclairage fluorescent dans la même image. Si vous faites votre balance des blancs pour le tungstène, la partie qui est sous tube fluorescent paraîtra très bleue, et inversement, si vous faites votre température de couleur sur la partie fluorescente, et bien votre zone éclairée par la lampe à incandescence vous paraîtra très jaune. Donc il va forcément falloir que vous fassiez une retouche localisée, et dans ce cas-là vous allez pouvoir utiliser ces deux curseurs-là. Le curseur d'exposition qui va vous permettre d'aller augmenter ou baisser l'exposition d'une zone, si vous avez par exemple des forts contrastes et que vous voulez faire un HDR type mono-image, ou si simplement par exemple vous avez un personnage dont une partie du visage est un peu à l'ombre et que vous voudriez au moins faire ressortir cette partie du visage là sans forcément toucher à tout le reste de l'équilibre de l'image, et vous allez également pouvoir le faire avec le pinceau. Vous allez également pouvoir les retoucher de manière locale le contraste, les tons clairs pour récupérer des basses lumières ou au contraire les augmenter, des tons foncés, la clarté pour essayer de donner de casser un peu les transitions pour donner un aspect un peu plus piqué, un peu mieux dessiné à votre image. La saturation va vous permettre de rendre les couleurs un petit peu plus péchues. La netteté qui va donc venir jouer sur l'impression de piquer en augmentant en fait le micro-contraste. Le bruit qui va vous permettre de retraiter localement le bruit. Donc ça c'est par exemple quelque chose que moi j'utilise sur les photos de théâtre, ce qui va me permettre de monter assez haut en ISO quand j'ai besoin d'avoir absolument des temps de pause très rapides, avec quand même du noir qui effectivement derrière va bruiter, et je vais pouvoir aller retoucher l'arrière-plan noir de la salle de théâtre avec cet outil pinceau. Ça va me permettre d'avoir les parties qui étaient bien exposées, qui ne bruitent pas trop naturellement parce qu'elles sont bien exposées, et les parties plus sombres que je vais aller débruiter, mais donc sans nuire au piqué général de l'image qui va quand même rester très bon. Et ça va me permettre d'éviter d'être obligé de faire un débruitage total avec un système de masquage qui n'est pas forcément toujours aussi efficace. La gestion du moiré va être essentiellement utile pour ceux qui utilisent des appareils dépourvus de filtres passe-bas qui sont un peu plus sujets au moiré, puisque quand vous avez des appareils normaux entre guillemets, puisque maintenant c'est très relatif, avec des filtres passe-bas, normalement vous n'aurez quasiment jamais besoin de réduire le moiré. Mais voilà, on reviendra quand même sur cette notion de moiré dans une vidéo spécifique, avec un exemple concret de prise de vue où il y a du moiré et comment on peut éventuellement le supprimer. Et la suppression de la frange qui est en fait ni plus ni moins que le retraitement que je vous ai présenté dans une autre vidéo au niveau des aberrations chromatiques, mais que vous allez pouvoir faire uniquement en local, pour être sûr que ça ne touche pas la chromie d'autres zones de l'image. Parce qu'en effet, comme ça agit sur du bleu ou du vert, imaginons par exemple que vous ayez un fort contraste avec des aberrations chromatiques sur des contours de fenêtres, et que vous ayez un personnage avec un habit par exemple en soie violette très vive, comme par exemple un habit traditionnel japonais au hasard, et ben vous allez désaturer également cet habit traditionnel japonais en utilisant le traitement des aberrations chromatiques de manière générale. Donc dans ce cas-là, il va falloir venir ici dans le pinceau pour utiliser l'outil supprimer la frange, ou simplement l'outil saturation qu'on va baisser manuellement, puisque le résultat est à peu près le même, et ça va nous permettre effectivement comme ça de ne traiter que la partie où on veut supprimer l'aberration chromatique sans forcément nuire au reste de la colorimétrie. Ici la couleur va vous permettre en fait de créer des effets de couleur. Donc si par exemple vous avez
un ciel avec un dégradé, bah, vous allez pouvoir revenir renforcer par exemple le orange et puis le bleu nuit pour augmenter un peu le contraste par exemple de ce dégradé. Et en dessous vous avez les paramètres du pinceau en lui-même. Donc ce pinceau que vous pouvez grossir ou réduire uniquement déjà avec votre molette en la faisant aller vers l'avant ou vers l'arrière. Donc ça c'est extrêmement pratique pour changer la taille du pinceau sans être obligé de retourner dans le menu à chaque fois. Vous allez ensuite pouvoir ici mettre deux pré-réglages en mémoire, ce qui vous permet de passer très facilement de l'un à l'autre. Vous allez ensuite avoir ici effacer qui va vous permettre donc de créer un pinceau d'effacement. Pour venir effacer ce que vous avez fait. Donc si par exemple ici, vous voyez, je trace avec du pinceau en orange par exemple, que je vais ici sur effacer, bah, je vais pouvoir venir supprimer ce que j'ai fait. Donc voilà. Ensuite, le contour progressif va permettre de déterminer la progressivité du contour du pinceau. Donc vous voyez, en fait, quand j'augmente ce contour progressif ici, on voit bien qu'entre le cercle du milieu et le cercle plus large, j'ai une plus grande distance que quand je baisse la progressivité. Vous voyez, là on voit bien le deuxième cercle se détacher ou se rattacher. Donc la progressivité, c'est un endroit où en fait l'effet du pinceau va avoir une sorte de dégradé d'application qui va vous permettre de faire les bordures en fait avec une transition plus naturelle. Et le débit, ça va être en fait la transparence générale donnée à l'effet. Donc c'est un peu l'équivalent de la dureté dans Photoshop si vous manipulez Photoshop. Le masquage automatique, si vous le cochez, en fait, il va essayer de détecter lui-même les bordures des zones où vous appliquez le pinceau pour vous aider à faire les contours sans déborder. Sans le masquage automatique, bah, vous voyez, si je trace ici par exemple, hop, on va le mettre en couleur pour bien le voir, et ben je vais tout tracer. Si maintenant je mets un masquage automatique, vous voyez que par exemple je déborde beaucoup moins sur le ciel ici en fait. Vous voyez, ça me remplit la montagne, ça détecte bien la transition entre la montagne et le ciel et donc ça me permet de ne faire que la montagne sans forcément toucher le ciel. Donc voilà, et ensuite donc la densité qui va me permettre également en fait d'obtenir un effet de transparence plus ou moins important. C'est-à-dire que si je baisse la densité, je vais avoir un effet beaucoup moins important. Et vous voyez, on le voit aussi, mon rouge est donc beaucoup moins puissant, donc voilà. Si je baisse le débit, hein, j'ai un résultat identique. Donc vous allez peut-être vous demander quelle est la différence dans ce cas-là entre le débit et la densité. Eh bien il y en a quand même une. Elle est assez subtile. En fait, le débit va régler entre guillemets la quantité donc d'application de l'effet. Donc si vous mettez le débit à 100%, ça va appliquer vraiment tout de suite l'effet. Alors que si vous le réglez à 50%, comme on l'a vu, ça va l'appliquer un peu moins. La densité va vous permettre en fait de déterminer la quantité toujours d'effet, mais maximum qui puisse être atteinte sur la zone en question. Si par exemple je fais une correction d'exposition, comme ici, et ben si j'ai un débit qui est à 100%, ça va me le remettre, et si je repasse une deuxième fois, ça va me doubler mon débit. Si par contre je mets une densité à 50%, même si je passe 3 ou 4 fois sur la zone avec 3 ou 4 masques différents, j'aurai toujours un effet à 50% maximum. Donc ça vous permet en fait de sécuriser certaines actions, et donc en jouant sur les deux, et ben d'adapter le résultat qui va avoir lieu pour pouvoir obtenir vraiment les effets que vous souhaitez aux endroits que vous souhaitez. Donc voilà déjà pour la présentation des divers outils qui sont dans le pinceau. Et donc on va voir une application concrète aujourd'hui avec cette photo. Donc je vous dis pas que je vais transformer cette photo fade avec une lumière plate à cause du temps couvert en chef-d'œuvre, hein. Je vous dis juste que je vais vous montrer un peu comment s'utilise le pinceau pour permettre de retoucher une image en créant, pour ainsi dire, des masques, un peu comme vous l'auriez fait avec Photoshop, mais de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible et aussi évidemment beaucoup plus grossière. Donc on va commencer par retoucher ce ciel.
Donc moi ma méthode c'est souvent, quand j'ai des grandes zones comme ça, de d'abord retirer le masquage progressif, venir comme ça, faire la zone principale. Alors par contre là on va retirer la colorimétrie, hein, parce que c'est pas le but de colorer le ciel. Vous avez ici, en cliquant sur afficher l'incrustation, la possibilité par contre d'afficher une couleur qui vous permet de voir ce que vous avez fait. Mais c'est une couleur en fait qui n'apparaîtra pas dans le traitement, c'est uniquement pour voir où est-ce que vous avez fait le masque que vous avez sélectionné. Ensuite on va remettre le masquage automatique, on va réduire un peu la taille, ça va nous permettre en fait de venir ici faire les contours de la montagne. Donc pour l'instant toujours de manière grossière, on viendra réintervenir si on voit que le masquage automatique ne fonctionne pas bien, mais là, la différence est suffisamment flagrante pour que ça fonctionne plutôt pas mal du tout. Et ensuite on va juste venir effacer en faisant espace plus clic pour zoomer, ou espace plus un clic maintenu pour déplacer comme ça avec la petite main, on va venir effacer les zones ici qui sont en rapport avec la branche, pour pouvoir en fait n'appliquer l'effet que sur le ciel et vraiment pas sur la branche. Par contre, ouais, avec un débit à 100%, ça fonctionne tout de suite beaucoup mieux. Et avec un masquage automatique, ça va sans doute aussi beaucoup mieux fonctionner. Sur ce type de masque, à moins d'avoir quelque chose d'extrêmement pointu à faire, ou dans ce cas-là, de toute façon, ce ne sera pas un traitement Lightroom qu'il faudra privilégier, mais bien un traitement Photoshop, et à moins de vouloir faire un tirage de très grande taille où on a vraiment besoin d'être hyper précis parce que chaque pixel risque de se voir, sur un tirage classique, c'est-à-dire un A4, A3, vous pouvez vous permettre comme ça d'être un tout petit peu grossier, et ça ne se verra pas, parce qu'il y a beaucoup plus de pixels que ce que vous allez pouvoir imprimer, et donc vous allez pouvoir vous permettre de ne pas perdre trop de temps sur votre masque, vous essayez de le faire à peu près correctement. Après voilà, si vous avez quelques zones qui restent ici colorées, ou au contraire si vous avez quelques zones de vide ici, bon alors après, vous pouvez quand même essayer d'affiner un petit peu, hein, ça n'empêche pas, mais voilà, disons que vous n'êtes pas obligé d'être précis au pixel près, ça reste quand même quelque chose qui sera très agréable à regarder malgré tout. Donc on va terminer un peu de dégrossir ici mon petit arbuste. Voilà, là j'ai quelque chose qui commence à être à peu près bien nettoyé. On va faire aussi la branche qui est ici vite fait. Hop, hop, hop. Voilà. Espace et clic pour dézoomer. Et donc en fait, je sais que cette zone-là va être une première zone. Pour ma part, j'aime bien travailler en commençant par faire tous les masques, et ensuite en les traitant, les uns à la suite des autres. Donc là, je vais créer un deuxième masque, donc vous voyez, j'ai juste à fermer ici, pour quitter le masque, réouvrir le pinceau, et si je reclique ailleurs, ça va me créer un deuxième masque. Donc je vais zoomer un petit peu, par contre, pas autant quand même, sur la montagne. On voit en fond l'observatoire de Provence. Et je vais donc défaire cet effet-là. Hop, et on va aller ici pour faire un masque sur la partie montagneuse qui est très embrumée. Donc vous voyez quand même ici hein, l'importance d'adapter la taille du pinceau en fonction du travail à réaliser. Ça aide aussi le masquage automatique, il n'y a pas de secret. Donc un espace plus clic maintenu hein, pour faire glisser mon image quand je suis en mode zoom. Pour me déplacer à l'intérieur. Donc là j'étais obligé d'assister un petit peu pour qu'il me colore les parties très contrastées et différentes de la montagne. Donc je vais ensuite revenir ici avec l'effacement. Voilà, pour affiner mon masque.
Donc là ici, on voit bien que j'ai une montagne qui repasse par devant, donc on va essayer de la supprimer quand même, pour éviter que cette petite remontée ici puisse... voilà. Ou alors, si je vois que la différence est quand même énorme entre les deux, eh bien je peux la laisser colorer, hein. Après tout dépend, c'est à vous de voir vraiment comment vous voulez gérer vos masques en fonction des plans et des retouches que vous allez avoir à faire. Donc le travail est un petit peu plus long pour faire des masques sous Photoshop, puisque sous Photoshop vous allez pouvoir déterminer très rapidement la sélection, soit avec la sélection magique, soit avec l'outil plume, en faisant que le contour, alors que là quand vous avez des grandes sélections à faire, eh ben, il faut que vous peinturluriez tout l'intérieur. Et donc voilà, là j'ai un deuxième masque, je vais en faire un troisième, qui va être essentiellement sur cette partie-là. Alors je vais essayer de les faire un peu grossiers pour vous montrer que selon l'usage que vous réservez à la taille de votre image, vous pouvez vraiment vous montrer grossier. Donc on va en faire un sur toute cette partie-là ici, hors arbre. On va juste zoomer ici pour essayer de faire quelque chose de correct. Donc vous voyez quand vous zoomez, hein, il vous réadapte la taille du tampon en fonction du zoom pour qu'il reste constant à l'écran en fait au niveau de la taille. Ce qui fait que quand vous allez zoomer, eh ben, il sait que c'est pour devenir plus précis, donc il ne vous regrossit pas le pinceau. Donc ça c'est un avantage par rapport à Photoshop par contre qui lui travaille dans des dimensions en absolu et non en relatif. Et qui donc quand vous zoomez vous force à retoucher la taille de votre pinceau pour effectuer votre travail de précision. Ce qui n'est pas le cas ici avec Lightroom qui a vraiment été étudié pour une prise en main simple et intuitive et moins professionnelle que ne peut l'être Photoshop par certains aspects. Donc là vous voyez que le masquage automatique fonctionne quand même globalement plutôt bien, hein. Ça me permet d'effectuer mon masquage assez rapidement. Tout en évitant certaines zones de fort contraste par rapport à l'arrière-plan. Par contre le problème c'est donc que sur ce genre de choses, là par exemple le petit chemin qui est contrasté, eh ben, pour le colorier, pour l'inclure dans le masque ou la maison là qui a à la fois des façades blanches et des fenêtres qui ressortent noires, et ben vous voyez c'est un petit peu plus galère. Là après c'est vraiment à vous de voir quand est-ce que vous voulez maintenir le masquage, quand est-ce que vous voulez le supprimer en fonction de comment il réagit. Faut surtout pas hésiter à aller de l'un à l'autre, hein, moi je vais essayer de pas être trop long non plus dans cette vidéo aujourd'hui, donc de faire quelque chose de peut-être un petit peu grossier, mais qui va vous permettre de vraiment voir quand même le résultat final que l'on peut viser, sans, sans forcément prendre tout le temps nécessaire pour être vraiment, voilà, là je déborde, mais c'est pas grave. Donc voilà, on va dire que le contour de l'arbre est bien fait, hein, même si c'est pas le cas. On va retirer le masquage automatique pour pouvoir faire cette zone-là après ici plus rapidement. Hop, 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 hop. Comme ceci, on va remettre le masquage automatique pour refaire les bords. Donc pour la petite histoire, histoire de meubler un peu pendant que je travaille, cette photo-là a été faite depuis le promontoire du village du Castelet, de l'ancien village, hein, du vieux Castelet, parce qu'il y a aussi une partie Castelet beaucoup plus récente. En 2013, ça a été fait, sur un mois d'avril qui a fait mentir la Côte d'Azur sur
sa qualité de météo, puisqu'on a eu pas mal de jours de pluie, mais qui permet quand même, malgré la grisaille et le ciel un peu chargé et l'humidité ambiante qui vient voiler un peu l'atmosphère, et ben on a quand même en fait au fond ce mythique observatoire. Donc là on le distingue à peine, hein, mais il y a l'observatoire, il y a un des observatoires de l'observatoire de Provence qui se trouve en fait à cet endroit-là, un des télescopes de l'observatoire de Provence qui se trouve sur la montagne que l'on voit au fond, et qui par temps clair par contre avec un grand soleil ne permet pas d'avoir de doute sur la présence de sa coupole. Si là sur un ciel aussi chargé c'est beaucoup moins facile à distinguer. Voilà, donc là j'ai un troisième masque pour la partie pleine, et enfin je vais faire un dernier masque au niveau des arbres qui sont là. Donc là forcément le masquage sur les bords va être beaucoup plus compliqué, hein, puisque c'est vraiment très éparse, donc il va falloir vraiment accompagner le pinceau. Donc comme je vous ai dit, là je vais être extrêmement grossier, à vous après d'affiner, en sachant que vous pouvez être grossier d'abord, et ensuite avec l'outil effacé venir affiner uniquement dans les zones où on remarque la grossièreté de votre masque, hein. Comme ça vous n'êtes pas obligé d'être fin tout de suite, vous attendez de voir ce que ça donne, et si vraiment vous vous dites ah non là c'est juste pas possible, ça ressort vraiment trop mal, et ben là vous venez retoucher uniquement cette zone là, pour que la démarcation se fasse mieux et que ce soit plus agréable. Vous pouvez bien sûr aussi utiliser le contour progressif pour avoir un contour plus progressif sur les bords, et donc essayer d'avoir une transition qui soit un petit peu plus douce entre deux zones qui auront eu des différences de traitement. Donc ça, le traitement localisé avec un pinceau comme ça, mais de façon entre guillemets multiple, ça va être vraiment très spécifique, hein, pour le traitement de paysage avec des forts contrastes, hein. C'est vraiment ce qui s'y prête le mieux. Alors là par contre on se rend compte qu'on obtient l'effet totalement inverse de ce qu'on voulait, puisque c'est pas ce qu'on voulait colorer qui se colore, mais bien le fond, donc là c'est pas du tout intéressant, par contre faut pas non plus exagérer. Allez hop, on va considérer que ce masque là est bon aussi, et donc on va passer au traitement, et pour ça on va retirer l'affichage d'incrustation, puisque les 4 points de masque là permettent facilement de savoir à quoi ils correspondent, et on va pouvoir donc venir retoucher ensuite chaque partie de l'image pour lui donner l'aspect que l'on veut.
Donc après là, comme je vous le disais, hein, c'est là que vous voyez comment le masque a besoin d'être touché, donc ici autour de la branche, vous allez savoir qu'il va falloir venir retoucher le masque ici en fait. Voilà, vous voyez, on a pu traiter chaque zone séparément pour lui redonner un aspect qu'on jugeait mieux correspondre à l'ambiance que l'on voulait donner à la photo, pour éventuellement rééquilibrer la couleur, puisque vous avez vu ici que cette montagne-là était particulièrement bleue par rapport au reste. Donc là, on a vraiment utilisé l'effet de température de couleur, voilà, et donc on obtient au final une photo avant-après qui ensuite se prête plutôt bien à ce type de traitement. Vous voyez, là on avait vraiment une lumière plate, une atmosphère qui venait gâcher le niveau de détail ressenti au niveau de la vallée, etc. Là on a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus sympa. Parce que dans la vallée, là vous voyez, on a vraiment récupéré une belle couleur, une belle distinction des diverses parties. Et au final, mis à part cette légère partie ici sur le ciel et quelques contours ici entre la montagne et le ciel, pas grand chose à retoucher hein, au niveau des masques, malgré le fait que j'ai été très grossier, ça ressort plutôt bien. Donc voilà, c'était pour vous montrer comment on pouvait utiliser les pinceaux pour vraiment créer des masques de zone et retoucher chaque zone en fonction de l'aspect qu'on voulait lui donner. Ça peut vous permettre aussi donc de faire des désaturations partielles, de renforcer les nettetés ou de faire des traitements de bruit de manière localisée. Ça peut aussi vous permettre de retoucher des problèmes sur la qualité d'un objectif extrêmement facilement, puisque vous allez pouvoir par exemple venir éclaircir uniquement un petit coin qui aurait vigneté par exemple, sans être obligé de vous embêter avec tous les réglages de vignettage. Vous allez venir faire un petit triangle sur la partie noire, hop, l'éclaircir légèrement, et c'est bon, c'est réglé, le vignettage ne se voit quasiment plus, et vous pouvez vous en contenter. Voilà donc pour l'usage un petit peu plus poussé que ce que j'avais pu vous montrer dans d'autres vidéos, du pinceau localisé, du pinceau de réglage, et aussi donc l'usage tout court de ce pinceau, puisque moi je vous l'avais utilisé mais sans vous en détailler l'ensemble des possibilités. Donc voilà, là maintenant vous savez à quoi correspondent chaque curseur et comment les utiliser, comment les manipuler. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Vous avez aimé ma vidéo? Alors vous avez plusieurs façons de soutenir mon travail. La première est de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi venir vous abonner sur ma chaîne Facebook, sur ma page Google+, visiter mon site web, ou encore suivre mon flux Twitter. N'hésitez pas, toutes les manières sont bonnes. Dans tous les cas, vous pouvez liker cette vidéo avec le pouce vert, et bien sûr, la partager pour la faire découvrir à vos amis. Merci d'avance pour votre aide.